Bonjour à tous, dans mes 4 vérités, je reçois M. Dassanson Tilkouété, député à l'Assemblée nationale et président du Rassemblement des jeunes républicains. Honorable, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir. Alors, ma première question, elle est celle-ci. Que se passe-t-il à l'Assemblée nationale? Il y a comme une tension aujourd'hui autour de la possibilité ou non de lever l'immunité parlementaire de 2 députés qui ont des soucis, des difficultés avec la justice. J'ai parlé de M. Alain Loboyon et de M. Jacques Ehouo. Que se passe-t-il? Bien, je voudrais dire que lorsqu'on évoque la question de l'immunité du député, en termes bien absolus, c'est assez dérangeant. C'est assez dérangeant parce que l'immunité parlementaire n'est pas absolue dans certains cas. Le seul cas ou la seule hypothèse constitutionnelle où l'immunité est totale, absolue, c'est le cas de l'irresponsabilité. Et l'article 91 de notre Constitution dit en des termes très clairs qu'aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Alain Loboyon, c'est une opinion. Voici ce que dit la Constitution. Ici, si vous pensez que Alain Loboyon a émis une opinion, mais il a émis l'opinion en dehors de l'Assemblée nationale, en dehors d'une session parlementaire. Donc on peut le poursuivre? On peut parfaitement poursuivre le député Alain Loboyon, notre collègue, pour la simple raison que même en session, le député peut être poursuivi pour des cas de flagrant délit. Hors session, il peut être poursuivi pour des cas de flagrant délit. Donc, en toute hypothèse, la situation concernant le député Alain Loboyon, il ne pouvait être que poursuivi parce que ce qui lui est reproché est une infraction de flagrant délit. Dès lors que c'est un flagrant délit, on peut le poursuivre. Le groupe parlementaire RHDP dont vous appartenez a déclaré a jugé plutôt illégal le vote du bureau de l'Assemblée nationale quant à la levée de l'immunité parlementaire des 2 députés. En quoi la démarche du bureau de l'Assemblée nationale est-elle illégale? Le bureau de l'Assemblée nationale prend ses décisions à l'issue d'une réunion. Une réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Et lorsque nous avons commencé les débats, ça me donne l'occasion de vous expliquer ce qui s'est passé véritablement à l'Assemblée nationale. Nous avons commencé les débats par la question du député Alain Loboyon. Et la première réaction que les députés du RHDP ont eue, c'était de s'interroger sur la régularité d'une réunion du bureau de l'Assemblée nationale qui a pour ordre du jour la question de Alain Loboyon. Ça a suscité une inquiétude. Pourquoi? Parce que, oui, ça a suscité une inquiétude parce que le député Alain Loboyon ayant été arrêté, la seule possibilité qui s'offre à lui, à l'égard du Parlement, c'était de saisir régulièrement l'Assemblée nationale avec un rapport circonstancié pour expliquer aux parlementaires les circonstances de son arrestation et qu'est-ce qu'on lui reproche. Et éventuellement demander la suspension des poursuites. Quand il l'aura fait, nous sommes à l'aise parce qu'on nous a demandé de faire quelque chose. Dans le cas d'espèce, nous nous retrouvons à une réunion où l'intéressé n'a formulé aucune demande. J'ai entendu des commentaires dans ce sens qui disent que dès lors que notre règlement dit le demandeur, ça veut dire que n'importe quel député peut être demandeur. Je dis non, voyons l'esprit du droit. Le demandeur, c'est la personne qui a toujours intérêt à agir.
si vous n'avez pas un intérêt à agir, on ne peut pas vous appeler demandeur régulièrement. Donc, faute d'avoir ce rapport circonstancié, nous avons estimé que la procédure était déjà fausse en ce qui concerne le député Alain Lobognon. En ce qui concerne le député Ewo Jacques, le procureur de la République nous a saisis régulièrement, et ce conformément au règlement de l'Assemblée nationale qui dispose que le procureur de la République, lorsqu'il veut poursuivre un député hors session, saisit le bureau de l'Assemblée nationale. C'est ce que le procureur a fait en écrivant à l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale, et en lui présentant un rapport circonstancié qui explique ce qu'on reproche au député Ewo Jacques Gabriel. Ça suffit à le poursuivre? Mais bien sûr, le député peut être poursuivi en dehors des sessions. C'est ce que je vous explique. En dehors des sessions, le député peut être poursuivi. C'est en session que la poursuite devient extrêmement difficile. Mais en dehors des sessions, on peut parfaitement poursuivre un député. Seulement pour l'arrestation, il faut l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale. Okay. C'est cette autorisation que nous n'avons pas pu avoir à l'issue de nos débats de la dernière fois, puisqu'il y a eu une violation flagrante de la procédure. Alors, honorable, est-ce que vous êtes pour la levée de l'immunité parlementaire de vos deux confrères? Je voudrais vous dire qu'au cours des débats, tout a tourné pratiquement autour de la solidarité parlementaire et qu'il fallait être solidaire vis-à-vis de nos amis parlementaires. C'est important, non? C'est très important d'être solidaire vis-à-vis des collègues. Oui, non, ça, il n'y a pas de débat. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui, c'est très important d'être solidaire. Mais la solidarité doit se faire dans le malheur, mais pas dans le mal. Et je dis non à une solidarité dans le mal. Voici un député qui s'assoit parce qu'il pense être couvert de l'immunité. Il prend son téléphone et il fait manifestement un mensonge qui appelle à un rassemblement au palais de justice. Même s'il ne l'a pas fait directement. Mais son message a amené des Ivoiriens à se déplacer au palais, créant ainsi le trouble à l'ordre public. Ce qui est plus gênant, c'est de savoir que l'auteur de ces faits-là ne regrette même pas qu'il a commis une infraction. Et il dit ouvertement qu'il ne regrette rien et qu'il est prêt à tout assumer. S'il est prêt à tout assumer, mais il faut bien qu'il assume. Et c'est pour cette raison, en ce qui concerne le député Alain Lobognon, je pense que l'Assemblée nationale ne devrait même pas perdre son temps à défendre quelqu'un qui est prêt à reprendre la même infraction. Parce que le but de la sanction pénale, ce n'est pas forcément de priver les gens de liberté, mais c'est aussi de leur permettre de se resocialiser. C'est de leur permettre véritablement de regretter leur acte. Voici quelqu'un qui commet un acte condamnable, mais qui dit qu'il ne regrette pas. Ça veut dire qu'il va reprendre. Vous pensez que c'est de la défiance? Je ne veux pas appeler ça de la défiance, mais je veux qu'on reste dans notre contexte. Je ne sais pas véritablement qu'est-ce qui l'amène à ne pas vouloir du tout regretter un acte qui manifestement cause du tort à la République. Ben, il faut aller chercher ses intentions ailleurs. Et ça, nous, en tant que parlementaires, nous ne sommes pas prêts à faire prospérer cela. Certains pensent que c'est une façon de ne pas respecter la liberté d'opinion des uns et des autres, et que même dans la déclaration, dans la récente déclaration du procureur de la République, il n'est pas formellement dit, il n'est pas formellement revenu que M. Alain Lobognon appelait à une manifestation et le procureur a mis cela au conditionnel qui pourrait entraîner... Non, pas qu'il pourrait. La manifestation, le rassemblement devant le tribunal a bien été préparé et n'eût été l'intervention de la police, c'était un trouble qu'on allait constater devant le palais de justice. Mais est-ce que c'est Alain Lobognon qui a demandé? Non, je reviens par rapport à votre question pour vous dire que dans son tweet, il n'a pas appelé les jeunes à venir assiéger le palais. Ah donc, mais il sait manifestement qu'en disant que le député Ewo Jacques vient d'être arrêté en violation de son immunité, ceux qui sont proches
du député Ewo n'allait pas s'asseoir et forcément ils allaient assiéger le tribunal. Il a fait à dessein, il sait ce qu'il a fait. Eh ben, est-ce qu'on peut lui prêter des intentions que peut-être il n'aurait pas? On ne lui prête pas d'intention, mais nous apprécions l'acte qu'il a posé. Parce qu'il sait très bien que c'était un mensonge. Parce que le bureau de la réunion, le bureau de l'Assemblée nationale dont il parle là, n'a jamais eu lieu. Au moment où nous étions au bureau de l'Assemblée nationale, c'est là que le procureur était en train de parler. Donc, vous comprenez un peu que la réunion dont il parle là, qui aurait suspendu les poursuites contre le député Ewo, n'a même pas encore eu lieu. Qu'est-ce qui le prend pour qu'il vienne dire que le bureau s'est réuni alors que le bureau ne s'est pas réuni? Qu'est-ce qui fait que le député Jacques Ewo, qui a été élu à la tête, qui a été élu sur la liste PDCI au plateau, c'est vrai que la justice lui reproche un certain nombre de choses, et en même temps, il a été élu, il n'est toujours pas installé. L'installation des communes est bien réglementée. Et il y a eu même une procédure dans ce sens où les délais d'installation des conseils ont été indiqués. Si, à l'issue de ce délai, un conseil n'a pas été installé, est-ce que vous pensez que l'exécutif doit se payer le luxe de laisser une commune comme un plateau dans un dysfonctionnement? Non, il faut prendre des dispositions palliatives. Et c'est ce que l'exécutif a fait. Non, mais la compréhension réside aussi dans la loi. Ne regardez pas vos intérêts et puis bafouiller la loi, et puis bafouiller le règlement. Il faut les respecter. Quand vous avez un problème, vous allez d'abord chercher la solution dans la loi. Si vous n'avez pas trouvé la solution dans la loi, c'est là que vous pouvez poser un autre acte. Mais conforme quand même à la loi tout de même. C'est la loi qui gouverne tout. Vous ne pouvez pas faire prévaloir vos propres sentiments. Si tel était le cas du fonctionnement de la société, on serait dans l'anarchie. Les lois s'imposent. Parlons de respect des lois. Il y a deux syndicats qui, hier, ont publié un communiqué dans lequel, deux syndicats de magistrats ont publié un communiqué dans lequel ils affirment que, voilà, ils travaillent dans des conditions de tension, ils sont menacés, il y a une sorte d'immixtion de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Est-ce que ça vous a interrogé? Bon, vous savez, les syndicats sont toujours dans leur rôle. Un syndicat, son rôle principal, c'est de revendiquer. Donc, on ne peut pas empêcher à un syndicat de revendiquer. Est-ce que c'est fortuit que ce communiqué soit publié oui, en pleine tension judiciaire, politico-judiciaire? Je ne veux pas me livrer dans des commentaires. Mais je demande le point de vue de l'élu de la nation que vous êtes. Oui, si, non, mais je ne veux pas être dans les commentaires. Et je dis, le rôle des syndicats, c'est de revendiquer. L'association des magistrats, en tant que syndicat, peut revendiquer. C'est totalement leur droit. C'est totalement leur droit. Et je souhaite vraiment que chacun puisse participer à son même niveau, à son petit niveau, à faire respecter aussi les lois de la République. Si, après le 26 janvier, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, ne se déterminait pas très clairement partisan du RHDP unifié, est-ce que vous pensez que ce serait normal qu'il rende le tablier? Je veux dire une première chose, ne posez pas la question comme si on contraignait les gens à adhérer dans un parti politique. Ah, en fait, voilà. le message passé récemment par le ministre Adama Bitogo est très clair sur la question. On ne peut pas, dans un régime démocratique comme celui que nous avons aujourd'hui sous le président Alassane Ouattara, contraindre un militant à adhérer à un parti politique. Deuxièmement, pour le cas spécifiquement du président actuel de l'Assemblée nationale, qui était, du moins, est encore vice-président du RDR, nous sommes en train de faire constituer un même parti. S'il décide de ne pas venir au RHDP, mais il devrait être très logique avec lui-même, puisqu'il sait très bien
qui a défendu sa position pour qu'il soit le président de l'Assemblée nationale. Il faut bien qu'il tire les conséquences de son refus de ne plus adhérer désormais au nouveau parti politique dans lequel se trouve le RDR. Alors, le Premier ministre a réuni, c'est lui le chef de la majorité, si je peux m'exprimer ainsi, il vous a réuni récemment à Bassam dans le cadre d'un séminaire. L'objectif était, pour l'instant, vous êtes, je vais dire, 160 ou 164 députés. 164. Voilà, 164 députés du RHDP. Et l'objectif, c'est d'en arriver à 200 députés pour renforcer la majorité parlementaire. Mais pourquoi? À 164, vous n'avez déjà pas la majorité suffisante pour mener à bien toutes les lois, toutes les réformes possibles, voter toutes les réformes possibles? Non, nous avons déjà la majorité. Oui. Mais avant de poursuivre, je ne souhaite pas qu'on dise que le Premier ministre a réuni les députés. Ah, d'accord. C'est une initiative des députés D'accord. qui décide de faire respecter ce que nous avons dit à nos électeurs. Très bien. Puisque au moment des élections législatives passées, tous nous étions partis en RHDP. On a même trahi le peuple qui nous a voté en leur disant que nous étions RHDP et venus se retrouver dans des partis PDC, RDR, MFA, UPC et ainsi de suite. Il était bon qu'on puisse rectifier, qu'on puisse corriger ce mensonge fait à nos populations. C'est ce qui nous a amené à décider de constituer le groupe parlementaire RHDP. Et nous avons sollicité le Premier ministre en tant que haut patron. Nous avons sollicité un parrain, un patron, et ainsi de suite, comme on a l'habitude de le faire. Ceci dit, la demande de majorité de plus de 200. Mais je vais vous faire observer que toute l'idée du président Alassane Ouattara aujourd'hui, c'est le rassemblement des Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara veut et il souhaite vraiment rassembler les Ivoiriens. S'il veut rassembler les Ivoiriens dans les institutions qui sont des assemblées politiques, il faut aussi commencer par là. Voilà pourquoi le Premier ministre a estimé qu'il serait bon que dans un cadre de dialogue, dans un cadre d'échange et de concertation, qu'on continue de parler à nos amis députés et leur expliquer l'orientation nouvelle que le président Alassane Ouattara offre à la Côte d'Ivoire. Et s'ils comprennent l'orientation, cela pourrait accroître le nombre de députés RHDP. Tout ça dans un souci de rassemblement de la Côte d'Ivoire. Oui, mais pourquoi forcément au moins 200? Pourquoi? Non, il n'a pas dit... Même si les 250 pouvaient être RHDP, ce serait l'idéal. Ah, mais là, ce ne serait plus... on serait dans une Assemblée nationale monocolore, une expression que vous n'aimez pas trop. Mais pourquoi vous voulez contraindre les volontés des uns et des autres? Non. Si tous les députés décident aujourd'hui d'être RHDP, en quoi ça C'est leur vous gêne? libre choix. Voilà, c'est leur libre choix. Mais en quoi même ça temps, on vous pourrait gêne? penser que ça pose... Oui, ça mais poserait... de toute la façon, les pensées, il va toujours en avoir. Il va toujours en avoir. Donc, ne soyez pas gênés que... Et vous pensez que les 200 députés du groupe parlementaire RHDP... C'est possible? Rien n'est impossible. Autre fait marquant de l'actualité, la décision de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est acquitté, Charles Blé Goudé est acquitté, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore libérés, même si les juges à la majorité ont demandé leur libération immédiate. Alors, quel commentaire faites-vous de cette décision de justice, une décision aussi importante? Bien, je voudrais d'abord indiquer que après l'acquittement, la décision d'acquittement, il y a eu un premier appel, puis un deuxième appel qui suspend la liberté, la libération des deux détenus. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais je pense même que le procureur, dans le respect du statut des Roms, devait même aller jusqu'à l'appel sur l'acquittement. Pourquoi? Parce que tout simplement, la vérité n'a pas encore été dite. Quand vous suivez très bien la décision, moi j'ai été choqué d'entendre que le procureur n'a pas
pu prouver la culpabilité de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Est-ce que c'est faux? Mais laissez-moi vous dire une chose. Le juge, là, c'est pas pour rien on l'appelle juge. Et ce que le procureur écrit là, dans le procès, le juge peut avoir autre élément que ce que le procureur même a écrit. Ça veut dire que le juge n'est pas lié à ce que le procureur écrit. C'est pour cela qu'on l'appelle juge. Et c'est choquant que quelqu'un qui vit sur cette planète rende une décision qui signifie en d'autres termes qu'il ne s'est rien passé en Côte d'Ivoire et que personne n'est mort en Côte d'Ivoire. C'était quand même choquant qu'une juridiction puisse dire qu'il n'y a rien eu en Côte d'Ivoire. C'est ce que ça veut dire en d'autres termes. Non, moi je n'ai pas entendu ça, honorable. Je dis en d'autres termes. Oui. En d'autres termes, quand on dit Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont acquittés, parce que le procureur de la République... Mais ils sont acquittés, ça ne veut pas dire que rien ne s'est passé. Non, parce que le procureur, parce que le procureur n'a pas pu prouver le lien entre ce que la concertation entre Blé Goudé et puis la commission des infractions. Le juge n'est pas allé au bout. Le juge, en tant que juge, il y a aussi sa conviction qui compte. Oui, c'est-à-dire quoi sa conviction? Que le juge dit le droit. Oui, il dit le droit. Il dit le droit. Et les victimes qu'on a vues en Côte d'Ivoire, qui les a fait? Mais si à partir du moment où le procureur qui a instruit l'affaire n'est pas arrivé au bout de je crois, 4 ans de procédure... Mais je vais vous poser une question. Est-ce que toutes les infractions qui ont été visées par le procureur ont été retenues par la Cour de la CPI? Toutes les infractions n'ont pas été retenues. Moi, je ne juge pas. En tant que juge, ils ont estimé qu'il y a des charges qu'on ne pouvait pas retenir contre les inculpés. Alors, mais ce sont des juges, ils ne font que leur boulot. Oui, bien et sûr. On apprécie. Et tout le monde est d'accord qu'ils fassent leur boulot. Voilà. Oui. Et ils font le boulot, leurs décisions, certainement ça ne rencontre pas votre assentiment, mais de là à dire que ils se sont plantés, c'est pas normal, c'est à croire que rien ne s'est passé. Je ne pense pas que pour le député de la nation que vous êtes, ça ne puisse pas prêter quand même finalement à cette question. Est-ce que vous êtes vraiment démocrate? Parce qu'il faut respecter la justice, une décision de justice, à mon humble avis. Hein. Non. Je peux me tromper. Le respect d'une décision de justice et puis le sentiment vis-à-vis de la décision, ça fait deux choses. Je dis, mais vous avez bien remarqué que nous avons accepté, c'est-à-dire que personne n'a posé un pas quand le juge a rendu sa décision. En tout cas, en ce qui concerne nous, notre parti. Parce que nous sommes des légalistes, on respecte la décision du juge. Mais nous disons qu'une telle décision ne devrait pas prospérer. Ça ne peut pas prospérer. Et surtout, l'argument que la CPI a utilisé pour les acquitter, c'est un argument qui, de notre point de vue, paraît léger. Donc, de votre point de vue, si je comprends bien, il faut absolument les condamner, même s'il n'y a pas de preuves tangibles prouvant leur culpabilité? Non, on ne condamne pas sans preuve. Ben voilà. On ne condamne pas. Et donc, s'il n'y a pas de preuves suffisantes, on ne condamne pas non plus. Mais je dis, le juge et le procureur n'ont pas la même fonction dans un procès. Ce que le procureur a dit, il y a d'autres éléments d'information dont dispose le juge. Et il ne peut pas, en son intime conviction, dire que rien ne s'est passé en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas entendu dire ça. Oui, non, j'arrive. C'est une argumentation que je suis en train de construire. Il ne peut pas le dire. Mais en rendant une décision fondée sur le fait que le procureur n'a pas réussi à prouver la culpabilité des deux détenus, mais et l'audience de confirmation des charges. Qu'est-ce qui les avait motivés à confirmer les charges? Ils ont confirmé les charges. Maintenant, qu'est-ce qui les avait maintenant la défense a fait son travail. Il fallait maintenant prouver aussi qu'ils sont véritablement coupables. Parce que ne va pas à la CPI qui veut.
Il faut vraiment, c'est pour la CPI règle comment je vais dire, des conflits, des problèmes beaucoup plus graves. Alors, donc s'ils en sont arrivés à cette conclusion-là, c'est que vraiment, en leur âme et conscience, ils n'ont fait que leur boulot. Dans tous les cas, une procédure pénale, c'est plusieurs paliers, c'est plusieurs étapes. Qu'est-ce que vous souhaitez maintenant? C'est plusieurs étapes. Après cette décision, il y a des voies de recours qui nous sont offertes. Il est bon que le procureur de la CPI puisse exercer toutes les voies de recours et il est bon que les juges permettent au procureur d'explorer toutes les voies de recours pour un procès équitable. Jusque-là, il n'était pas équitable? Non. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Jusqu'à ce que nous avons vu, la décision que nous avons vue la dernière fois, où vous voulez qu'on soit satisfait de cette décision-là, la décision d'acquittement, non, on ne peut pas être satisfait. On ne peut pas être satisfait alors que nous avons des cas de victimes sur la conscience. Tous les jours, les victimes nous interpellent. Et je vais vous faire une confidence. La première fois, lorsqu'il y a la rumeur de la libération de Laurent Gbagbo, les appels que j'ai reçus d'un peu partout, mais si on devait céder, peut-être qu'on allait se mettre encore en crise en Côte d'Ivoire. Mais nous avons passé tout notre temps à convaincre les jeunes de notre parti que le président de la République est un homme de paix. Il ne voudrait pas voir une violence. Mais si cela a été compris, il faut que l'international puisse nous aider aussi à travers une décision qui sera vraiment irréprochable. Parlons des victimes. On pourrait également vous retourner la balle. Il n'y a pas que des victimes du côté, comme on dit, des pro-Ouattara. Il y a aussi des victimes du côté des pro-Gbagbo. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est un procès que chacun utilise les procédures qui s'imposent. Si j'estime que je suis lésé par un fait, je connais la voie des tribunaux, je saisis les tribunaux et j'attends une décision. Finalement, on sait qu'il y a eu quand même, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits en matière de réconciliation nationale. Le retour possible de Laurent Gbagbo, déjà son acquittement, est-ce que vous pensez que cela pourrait aider, cela pourrait contribuer à la réconciliation nationale comme le pensent un certain nombre de personnes? Moi, je pense quand même que beaucoup d'actes ont été posés dans le sens de la réconciliation. Et si chacun dans ce pays devait être honnête, on devait reconnaître beaucoup d'efforts et dire, nous reconnaissons d'abord que vraiment beaucoup de choses ont été faites. Et il reste un peu à faire, ou bien il reste encore beaucoup à faire. Ensemble, concourons à obtenir ce qui reste. Laurent Gbagbo a un rôle à jouer. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, ils ont un rôle important à jouer. Ce sont des Ivoiriens, oui. Mais tout dépend aussi de la mentalité des uns et des autres. Et on souhaite que chacun soit positif. Quelqu'un a dit dans une interview que ce retour de Laurent Gbagbo marque un tournant dans la vie politique ivoirienne et que si ce tournant n'est pas bien négocié, ça pourrait nous entraîner encore plus de problèmes. Est-ce que vous êtes de son avis? Oui, mais vous savez que jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même difficile de comprendre que certaines personnes posent uniquement comme condition de réconciliation la libération de Laurent Gbagbo. C'est leur opinion. Et de Charles Blé Goudé. C'est leur opinion. Et pourtant, beaucoup de choses ont été faites. Et c'est pourquoi je disais tantôt, d'abord reconnaître que nous sommes partiellement satisfaits de ce qui est là. Peut-être même à 90%. Mais l'idéal, c'est d'atteindre les 100%. Et chacun va œuvrer à cela. Toute dernière préoccupation, le 26 janvier prochain, le RHDP, Parti unifié, naîtra à l'issue de son congrès constitutif. J'ai entendu, j'ai lu sur les sites d'information que le président du Sénat, Jeannot Ahoussou, dit que lui n'ira pas au congrès et que si ça devrait lui coûter son poste, qu'il est prêt à assumer. Est-ce que vous avez lu cela? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, de toute façon, ce sont des opinions et c'est un président d'institution. Mais je dois dire aussi que vous, les gens de la presse, là, vous écrivez beaucoup. Hein? Donc on attend de voir l'authenticité de ces déclarations. C'est ce qui va fonder véritablement notre détermination. Mais je sais que d'habitude, le président du Sénat est un homme assez lucide
Et je ne pense pas qu'il peut avoir une position dans le sens d'utiliser des mots durs, comme si on veut tout mélanger. Ça, je ne pense pas. Et même si tel était le cas, je crois qu'il va très rapidement revenir à la bonne disposition pour permettre à la Côte d'Ivoire de se rassembler. Merci infiniment, très bonne journée. Merci beaucoup. Ouais.